Bonjour tout le monde. Pour notre dernière capsule vidéo sur le chapitre 1 et le modèle de la courbe des possibilités de production, on va voir comment on peut utiliser le modèle pour analyser des événements macroéconomiques. Donc, on arrive probablement dans la partie la plus intéressante pour notre chapitre 1. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer d'expliquer avec notre modèle de la CPP? On va essayer d'expliquer plusieurs choses. Un bon modèle doit nous permettre de répondre aux grandes questions macroéconomiques. Les grandes questions macroéconomiques sont d'abord d'où provient la croissance économique, en comment est-ce qu'un pays peut s'enrichir, quelle politique publique pourrait aider à accroître le potentiel économique d'un pays. Ça, c'est une très grande question macroéconomique. Hein? Et finalement, quand un pays traverse une crise économique, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider un pays quand l'économie va mal? Un bon modèle devrait être capable de répondre à ces trois questions-là. Vous allez voir, nous, que notre modèle de la CPP n'est pas vraiment capable de répondre à la dernière question, comment aider un pays qui traverse une crise économique, et ça va justifier, ça va essentiellement justifier les 15 prochaines semaines de notre cours. On va ensemble essayer de développer un modèle plus fort que la CPP, pour expliquer comment un gouvernement peut aider un pays qui traverse une crise économique. Donc, d'abord, d'où provient la croissance économique d'un pays? Le modèle de la CPP est assez catégorique là-dessus. Il nous dit la production économique d'un pays dépend de trois choses. Les travailleurs, le capital, hein, le capital c'est la machinerie, les outils qu'on utilise, et des ressources naturelles. Donc, d'où provient la croissance économique? Facile, de l'accès aux facteurs de production. Un pays qui a beaucoup de facteurs de production devrait être capable de produire beaucoup plus. Vous avez ici, par exemple, les facteurs de production pour le Canada et pour les États-Unis. Au niveau des travailleurs, vous avez 22 millions de travailleurs au Canada, vous avez 163 millions de travailleurs aux États-Unis. C'est évident que les États-Unis vont produire davantage que le Canada. Au Canada, on investit de l'argent, là, on investit 509 milliards de dollars par année en investissement pour de la machinerie et des outils. Aux États-Unis, on investit 5200 milliards. Donc, une fois de plus, c'est normal. Les États-Unis investissent beaucoup plus en machinerie. Plus de travailleurs, plus de machinerie, forcément, plus de production aux États-Unis. Donc, dans mon modèle, j'aurais une courbe de possibilité de production des États-Unis qui serait nettement plus grande que la courbe de possibilité de production pour le Canada. Donc ça fait beaucoup de sens. Et d'où provient la croissance économique? Eh bien, d'une augmentation des facteurs de production. Si le Canada voulait rejoindre les États-Unis, qu'est-ce qu'on aurait besoin? On aurait besoin de plus de travailleurs. Euh, comment? Comment est-ce qu'on pourrait avoir plus de travailleurs? Avec un meilleur taux de natalité, avec plus d'immigration. Donc, avec différents comme ça, euh, politiques qui pourraient nous permettre d'augmenter nos facteurs de production. Ensuite, donc, quelle politique publique pour la croissance économique? Au niveau des travailleurs, donc, on en a parlé un petit peu, on pourrait augmenter les seuils d'immigration, favoriser l'intégration des femmes sur le marché du travail. Ah, donc, encore aujourd'hui, les femmes sont moins présentes sur le marché du travail que les hommes. Ça s'est amélioré drastiquement dans les dernières décennies, mais il y a encore une différence. Donc, plus qu'on est capable de favoriser l'intégration des femmes sur le marché du travail, d'augmenter les seuils d'immigration et peut-être aussi d'augmenter la qualité de nos travailleurs, d'améliorer la formation. Ah, donc oui, il y a la quantité de travailleurs, mais il y a aussi la qualité des travailleurs. En 22 millions de Canadiens, c'est plus productif que 22 millions, disons, de Soudanais, de personnes qui vivent au Soudan. Pourquoi? Parce que les personnes qui vivent au Soudan n'ont pas autant accès à l'éducation que les Canadiens. Donc, c'est sûr qu'un Canadien va produire plus de richesses qu'une personne là, qui vit au Soudan. Donc, on augmente la quantité et la qualité du travail. Au niveau du capital, je peux augmenter la quantité
de capital, la quantité de machinerie, en favorisant l'épargne, en favorisant l'investissement, en donner des incitatifs aux entreprises d'acheter plus de machinerie, d'augmenter les dépenses en recherche et développement. Ah, donc les grandes universités, le gouvernement peut les financer. On peut les financer pour qu'elles fassent de la recherche fondamentale, développer des nouvelles technologies et intégrer les technologies existantes dans les chaînes de production. Le Canada est particulièrement mauvais dans la gestion du capital. Par exemple, les entreprises canadiennes intègrent encore peu l'intelligence artificielle comparativement aux entreprises américaines. Donc, favoriser la quantité de capital, favoriser la qualité du capital. Même chose pour les ressources humaines, les ressources naturelles. Faciliter le développement d'infrastructures qui permettent d'avoir accès aux ressources naturelles et faciliter les processus administratifs, par exemple pour la gestion de l'énergie. J'ai pris ces deux exemples-là parce qu'en ce moment, au moment d'enregistrer, c'est l'approche qui est prise par le gouvernement de Mark Carney qui veut faciliter le développement d'infrastructures énergétiques en limitant, par exemple, la paperasse, là, puis là je le mets en gros guillemets là, pour pas que ce soit péjoratif, mais en facilitant l'approbation administrative des projets énergétiques. Donc, le modèle ici de la CPP, quand on comprend que la productivité et la production dépendent des facteurs de production, les politiques publiques à mettre en place pour favoriser la croissance sont facilement identifiables. Augmenter la quantité, augmenter la qualité des facteurs de production. C'est quoi les conséquences que ça a sur le modèle? Pas compliqué. Donc, pas compliqué. Vous pouvez avoir des politiques qui vont avoir un effet symétrique. Donc, symétrique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va aider toutes les industries de mon économie. Si j'ai plus de travailleurs au Canada, ça va faciliter la production des biens industriels. Ça va faciliter la production des biens agricoles. Pourquoi? Parce que mes nouveaux immigrants, c'est des ingénieurs, c'est des agriculteurs, c'est des professeurs. Ça va aider toutes les industries. Par contre, vous allez aussi avoir des politiques publiques qui vont avoir des effets asymétriques, qui vont aider une industrie, mais pas les autres. Pensez par exemple à une politique de formation. J'améliore la formation académique de mes travailleurs. J'améliore par exemple la formation en ingénierie. On forme plein d'ingénieurs électriques au Canada parce qu'on dit les batteries, c'est le futur de l'économie canadienne. Est-ce que de former des ingénieurs électriques, ça va aider la production de biens agricoles? Pas du tout. Les ingénieurs électriques ne font pas des biens agricoles. Par contre, le génie électrique va aider la production industrielle. Donc, ma CPP va augmenter, mais elle augmente juste d'un côté. Donc, ça, c'est une politique symétrique. Ça va être ciblé pour une industrie, asymétrique, ça va être ciblé pour une industrie. Tandis qu'une politique symétrique, là, va aider les deux industries simultanément. Lorsque vous analysez comme ça une politique publique, donc j'ai une politique publique et je veux savoir quel va être l'impact sur ma CPP. Comment est-ce que je peux faire ça? Vous pouvez suivre une démarche pour arriver à la bonne réponse et je vous encourage à mémoriser cette démarche-là. En économie, la démarche est vraiment importante et donc posez-vous toujours 3 questions. L'événement que je suis en train d'analyser. Question 1. Est-ce que ça engendre un changement dans la quantité ou la qualité du travail? Oui, non, pourquoi? Question 2. L'événement engendre-t-il un changement dans la quantité ou la qualité du capital? Oui, non, pourquoi? Question 3. L'événement engendre-t-il un changement dans la quantité ou la qualité des ressources naturelles? Oui, non, pourquoi? Si je réponds oui à une de mes 3 questions, il y aura forcément un déplacement de la CPP. 4e question qu'on peut vouloir se poser, est-ce que l'événement affecte également les deux biens modélisés, les deux industries modélisées?
auquel cas j'ai un changement symétrique, ou est-ce que ça a l'avantage particulièrement une de mes deux industries, auquel cas j'ai un changement asymétrique. Donc, même si l'événement ne déplace pas la CPP, donc vous répondez aux questions 1, 2, 3, 4, et à chaque fois, vous arrivez à non. En question 1, est-ce que ça engendre un changement dans le travail? Non. Dans le capital? Non. Dans les ressources naturelles? Non. Ça ne veut pas dire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de changement dans le modèle. Il peut y avoir un changement. L'événement peut avoir un effet sur le choix de production. Peut-être que ma politique ne change pas ma capacité à produire, mais qu'elle change mon choix de production, auquel cas je peux me déplacer le long de ma CPP, ou peut-être que mon événement, sans diminuer ma CPP, nuit à la production et nous emmène une production qui va être temporairement inefficace. Je vous donne un exemple de comment analyser un problème avec le modèle. Donc, vous avez un événement économique qu'on veut analyser. Le gouvernement du Canada accorde une subvention pour permettre aux petites et moyennes entreprises d'exploitation agricole de moderniser leur machinerie afin de mieux compétitionner. Vous avez deux biens qu'on produit au Canada, bien industriel, bien agricole. Est-ce que l'événement affecte la qualité et ou la quantité d'un ou plusieurs facteurs de production? Oui. L'amélioration du capital pour les PME agricoles. Donc, j'ai une augmentation dans la qualité de mon capital. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que ma CPP va augmenter, c'est sûr. Comment est-ce qu'elle va augmenter? Bien, l'industrie agricole est davantage favorisée par la politique. Donc, elle va augmenter de façon asymétrique. Verdict, j'ai une augmentation asymétrique de la CPP en faveur des biens agricoles. Deuxième exemple, une pandémie sanitaire handicape gravement et durablement la population canadienne. Donc, durablement, gravement, ça veut dire que je les perds, là. Il y a une destruction de 15% de la population canadienne. Est-ce que l'événement affecte la quantité ou la qualité des facteurs de production? Réponse, oui, absolument. J'ai perdu 15% de mon travail disponible. C'est énorme. Est-ce que l'événement affecte la production de deux biens ou à la faveur d'un bien? Les deux industries sont touchées. Je n'ai pas de raison de penser que la pandémie sanitaire a affecté différemment les travailleurs agricoles des travailleurs industriels. Verdict, vous avez une diminution symétrique de votre CPP. Troisième et dernier exemple. En guise de célébration de l'indépendance du Canada, le Canada déclare une journée fériée. 1er juillet. Donc, les gens ne travaillent pas. Le 1er juillet, c'est congé. Est-ce que l'événement affecte la qualité et ou la quantité de facteurs de production? Non. Il n'y a pas de changement dans la quantité ou la qualité des facteurs de production. Là, vous allez me dire, mais Marc-André, les travailleurs ne travaillent pas, c'est un changement dans la quantité. Attention, c'est pas la même chose de dire qu'ils ne travaillent pas que de dire qu'ils n'existent pas. Les travailleurs, ils existent, ils sont en congé. Et le 2 juillet, les travailleurs vont retourner au travail. Donc, je n'ai pas eu de changement dans la quantité. Ils sont encore là. Est-ce que l'événement réorganise les facteurs de production entre les deux biens? Donc là, on a déjà déterminé qu'il n'y avait pas de changement dans la quantité ou la qualité des facteurs de production. Et donc là, on veut savoir, OK, le modèle ne change pas, mais est-ce que je me déplace dans le modèle? Donc, est-ce qu'on réorganise les facteurs de production entre les deux biens? C'est-à-dire qu'au début, on produit un mélange de biens agricoles et de biens industriels parce qu'il y a un congé au Canada. Est-ce que ça change l'endroit où on se déplace le long de la courbe? Non, je n'ai pas de raison de penser que tout d'un coup, à cause d'un congé férié, les Canadiens veulent produire juste des biens agricoles ou les Canadiens veulent produire juste des biens industriels. Est-ce qu'il y a temporairement une sous-utilisation des facteurs de production? Absolument. Temporairement, mes travailleurs ne travaillent pas. Donc, temporairement, on va être inefficace parce que j'ai des gens qui ne travaillent pas. Excellent. Donc, ça, c'est comme ça que vous pouvez utiliser le modèle de la CPP
je vous encourage fortement à pratiquer ça, à pratiquer votre utilisation du modèle. C'est toujours dans les examens sur ces notions-là, c'est toujours la partie la plus difficile de l'examen pour les personnes étudiantes. Donc, série d'exercices 4, 5 et 6 de notre chapitre 1 en classe et dans votre manuel d'exercice, questions en choix multiples 24 à 27, questions en cours développement 34 à 38 et problème 44. Le problème 44, là, c'est pas parce qu'il y a juste un problème que c'est un petit problème. C'est un énorme problème à plusieurs sous-numéros. Donc, je vous encourage fortement à faire le problème 44 sérieusement. Alors voilà, avec tout ça, ça clôt notre chapitre 1. Donc, qu'est-ce qu'on a vu au chapitre 1? Beaucoup de choses. Hein? On a vu essentiellement deux gros modules. Donc, laissez-moi juste retourner à l'introduction. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu deux gros modules. On a vu comment définir la science économique. Ça, au niveau du chapitre, c'est peut-être notre objectif d'apprentissage le moins important. C'est lui qui va avoir le moins de points à l'examen. Et clairement, les modules les plus importants, c'est la CPP. Donc, comment est-ce qu'on est arrivé à construire la courbe des possibilités de production avec la notion de coût d'opportunité croissant et donc de rendement d'échelle décroissant. Et de loin, la partie la plus importante pour nous, pour notre chapitre 1, comment utiliser le modèle de la CPP pour expliquer des politiques macroéconomiques, pour expliquer des événements macroéconomiques. Ça, pour nous, là, ils sont ici les points les plus importants pour votre préparation à l'examen. Et voilà, donc ça clôt notre chapitre 1.